sommes chez Sidi Bouya Mbaye, que l'on ne présente plus, politiquement connu dans ce pays, mais un écrivain, un philosophe qui nous surprend dans un livre qui s'appelle Rescapé. On va en parler tout de suite pendant 13 minutes. 13 minutes pour revenir sur le Rescapé, c'est peut-être pas suffisant, mais d'abord, merci de nous recevoir. Merci. Alors Sidi, j'ai envie d'être un peu provocateur tout de suite. Le Rescapé, pourquoi le Rescapé? Le Rescapé, parce que, bon, voilà, nous sommes tous des rescapés. Dans un chaos, dans un monde à chaos, tout le monde est rescapé quelque part. Bon, nous sommes rescapés du totalitarisme, des contingences de la vie, de beaucoup d'autres choses. Je suis non-voyant, j'ai été plusieurs fois confronté à la mort. Ce n'est pas le cas, ce n'est vraiment pas le livre, mais je suis encore un rescapé, comme tout le monde. Alors permettez-moi, juste avant qu'on revienne peut-être sur ce livre que vous avez écrit, de vous demander peut-être de vous présenter aux Sénégalais qui découvrent Sidi Bouya Mbaye, écrivain. Sidi Bouya Mbaye est un habitant de la nuit éternelle depuis 25 ans, je suis non-voyant. Chef de parti depuis 2005, je dirige l'Alliance pour la conscience citoyenne à CCNIT. Voilà. Et donc, écrivain à mes heures, donc membre de la société civile, politicien, politologue. Je crois qu'avoir été un chroniqueur politique, j'étais à la une vraiment de tous les journaux, je me rappelle, entre 2009 et 2012. Malheureusement, depuis lors, je n'écris pas, je me suis concentré à mon livre. Mais donc voilà, je suis écrivain, un écrivain non-voyant. Alors, de la politique à l'écriture, comment cela est-il arrivé? Écoutez, ça a été toujours parallèle. Parallèlement, j'ai toujours été un écrivain. Tu sais, l'écriture, c'est un don. Je me rappelle d'un grand, Joe Wakam, Issa Samb, le grand, un des personnages atypiques de Dakar, très célèbre, qui une fois me disait que c'est Dieu qui t'a frappé à la tête. Si Dieu tape à ta tête, alors là, l'inspiration vient. Il n'est pas donné à tout le monde d'écrire. Heureusement que je fais partie de ce lot de privilégiés. Alors comment vous écrivez quand même? Racontez un peu, un non-voyant qui écrit, il y a une frustration de ne pas voir ses lettres accouchées sur du blanc ou sur le moniteur d'un ordinateur. Parfaitement, vous avez tout à fait raison. Mais écoutez, on constate, parce qu'il faut aller, on a des limites objectives. C'est à partir de ces limites objectives qu'on se construit. Il faut s'adapter. Et donc, partant, il y a des nègres, des gens capables de traduire, qui ont des yeux, qui te prêtent les yeux, te prêtent que des yeux. Il y a aussi, je crois, présentement, pour le deuxième livre, il y a l'ordinateur, je crois qu'il y a la technologie qui est appropriée avec des sites qui permettent, et des logiciels qui permettent effectivement de pouvoir écrire, d'être plus ou moins indépendant. Mais somme toute, c'est extrêmement frustrant d'être constamment en inspiration et de pouvoir l'accoucher sur une feuille. Ça, vous avez parfaitement raison, Michel. Alors peut-être que vous n'avez pas ce problème que peut rencontrer un écrivain, justement, qui devant une feuille ou devant un moniteur d'ordinateur peut se retrouver avec une absence, c'est-à-dire la sélection, son registre, la sélection des mots qui n'arrivent pas. L'idée est peut-être là, mais les mots ne viennent pas comme on le voudrait. Ah oui, parfaitement, parce qu'à la limite, nous ne pensons pas. Moi, je ne pense pas. J'écris. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on pense les mots. Si on pense les mots, on est bloqué, on bloque l'inspiration. Moi, c'est comme l'artiste. Ça vient d'un trait et on l'organise. Je cherche la musicalité des mots. Dans mes textes, vous sentez la musique. Donc, qui sentent cette harmonie, jazz, bémol, bécard, comment je marque les mots, que je les organise, comment je fais intervenir, comment on orchestre, si on veut, cet ensemble de mots, de mnemonières, etc., pour pouvoir donner quelque chose de suave. Cette musicalité est importante pour moi qui ne vois pas. Alors, il faut dire que la musique chez vous a un sens particulier parce que vous l'écoutez en fait. Vous la vivez autrement? Ah ouais, la musique elle est importante. Je dis qu'en fait, je me rappelle de l'histoire de la musique. Il semble téméraire de rechercher les origines de la musique. Le chant a-t-il précédé la parole? La parole a-t-elle au contraire conduit les hommes à chanter? Vous dites que la musique a toujours été constante dans le vécu des hommes pour traduire la misère de nos parents esclaves, pour traduire d'autres types d'émotions, pour danser, pour écouter. La musique est là, une obade, un ramage, tout est musique. La musique fait partie de l'homme, fait partie de l'univers. Le monde est musique.
Alors justement, quand on parle de musique, vous permettez de revenir à votre livre Rescapé, qui est une musique, mais une musique blues, c'est une musique aussi qui parfois va épouser des sonorités que l'on pourrait croire même sud-africaines quand on regarde le rythme du livre. Ah oui, parfaitement. Bon, quelque part, c'est un prétexte, mais c'est une réalité. Mandela est un des dédicataires du livre, le peuple sud-africain aussi. Ça veut dire quoi? Écoutez, j'ai été sensible à cette souffrance de nos frères sud-africains durant, disons, des siècles, depuis C.C. Rhodes, etc. Et tout le combat de Nelson Mandela qui nous a inspirés, qui a inspiré Youssou N'Dour et les autres. Ils ont chanté, moi j'ai écrit. Écrit pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour partager. Pour dire quoi? Pour dire non à l'apartheid. Pour dire quoi? Pour dire non au totalitarisme, à tous les pouvoirs totaux, autant pour moi. Parce que l'homme est prétentieux. Or, le véritable pouvoir appartient à Dieu. Il n'est que délégué. Mais on opprime, on tue, on brime et on se tait. Pourquoi? Au nom de quoi? Alors que nous devons être dans un monde d'amour, où que cette nation arc-en-ciel qui traduit l'amour devait être effective. Et donc l'apartheid, oui, un prétexte pour parler du totalitarisme, la négation du noir, la négation de l'homme tout court dans ce système. Justement, c'est une provocation que vous faites à tout ce consensus, nous, semble-t-il, qui va dans une direction, alors que tout cela, tous ne sont que rescapés à la limite. Mais oui, fondamentalement, ils sont tous des rescapés. C'est-à-dire, par exemple, ce n'est pas une provocation, c'est que le monde, moi qui suis non-voyant, je taquine les humains. Du haut de ma nuit, je regarde les hommes. Je les vois tout prétentieux, plein de pouvoir. L'homme face à sa femme, parfois, malheureusement, pas face aux enfants, à ceux-là qui agressent, à nos dirigeants, parfois, malheureusement, à ces dictateurs, à ces systèmes idéologiques qu'on nous impose. Tout est... Et donc, dans ce cas-là, moi, je dis qu'en fait, écoutez, ouvrons une brèche, soyons des rescapés, ne soyons pas... Soyons dans le système et adaptons-nous, pas en étant aliénés par le système. Il faut que nous trouvons un deal entre nous et le système, sinon carrément aliéner le système. Justement, tout à l'heure, vous parliez d'hommes et de femmes. Et dans Rescapé, justement, il y a ces parties où vous parlez d'hommes et de femmes. C'est de ce couple qui se rencontre, qui prend rendez-vous, et avec les mots, vous n'êtes pas... Vous voulez développer. Non, je dis qu'à la limite, vous savez, l'amour, c'est extraordinaire. Hein? Je dis qu'en fait, et Dieu crée la femme. Et Dieu crée l'homme, et de son flanc gauche, il crée la femme. L'homme et l'homme, c'est un couple extraordinaire qui a fait la vie. Et donc, Anna et Moïse, dans un premier temps, j'essaie de voir cette bizarrerie lorsqu'on a un acte sexuel. Ici, le sexe est philosophique. Qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on pénètre une femme et qu'on n'aille plus loin? Et qu'on cherche quoi? Dans ce mouvement de corps qui se heurte, pour faire quoi? Cette violence, qu'est-ce qu'on cherche? J'essaie de voir Yakar en situation, Aurore, la fille blanche, l'amour interdit, dans un système où le blanc et le noir ne doivent pas être ensemble. Cet amour, oui, un acte révolutionnaire. Ok, alors Yakar et Aurore président, l'enfant, le métis, qui est le symbole entre les races. Parce qu'à la limite, aujourd'hui, on doit comprendre que le métissage culturel est une révolution. Le monde, le métissage est pour l'avenir. Et l'équivalation doit être dépassée. Et c'est dans l'amour que ça peut se faire. La rencontre de deux gamètes. Je raconte l'origine de la vie. Depuis le point et le tiré. Et donc la gigote. Hein? Le trou, le point, le tiré. Vous voyez ce que je veux dire? Qui symbolise les attributs sexuels de l'homme et de la femme. C'est là l'origine de la vie. C'est le cycle millénaire. Oui? La mahrifa, la source de la vie. Le point et le tiré. Donc tout est amour. Et à la limite, une gigote qui, par métamorphose, télophase, métaphase, anaphase, télophase, division cellulaire, va se diviser pour faire l'homme. L'homme qui est là, en situation. Cet homme qui doit être un rescapé du système. On va revenir sur Mandela. Quand on voit rescapé, ça renvoie peut-être à Mandela, qui aurait pu ne pas être ce rescapé. Et la promesse de l'avenir que vous faites justement avec ce métissage, quelque part, il y a une rencontre que l'on pourrait dire entre deux hommes qui marquent tous les deux l'Afrique, chacun en son temps. L'un c'est Mandela, l'autre c'est Senghor. C'est assez intéressant, cette joint venture que vous ne faites pas, mais à laquelle vous renvoyez. Et même avant, en premier acte, Mandela, c'est l'ensemble des personnages du roman. Moïse, jusqu'à sa mort, j'ai tué Moïse.
bon, quelque part, l'absence de liberté de Mandela, les deux étapes de la vie de Mandela, 27 ans de privation de liberté, à partir d'un point qui occupe l'espace à travers une projection sur Desmond Tutu, Willy Mandela et autres qui conduisent le combat, l'homme est dans un point, aliéné, autour de Gaulier. Et donc, mais après, je lutte, dans mon roman, je tue. Parce que la liberté, l'absence de liberté est la mort pour moi. Et après, il y a la renaissance de Mandela lorsqu'il devient président. Et je tue Moïse pour faire renaître Yakar, Moïse dans Yakar, son fils, qui va prolonger le combat. Et cet enfant aussi va rencontrer l'amour pour faire ce métis dont vous parlez. Donc ça serait à un niveau après. Mais là, en fait, il y a ce truc dont vous parlez, comme quoi qu'en fait, bon, Yakar, Mandela et l'ensemble des personnages en deux temps. Moïse dans un premier temps sur 4 chapitres, ensuite le reste sur Yakar. Et l'intervention de Socrate a mis quelque chose d'important aussi en tant que métis. D'où toute la problématique, du moins une rencontre de race. Donc d'où le projet arc-en-ciel de Mandela. Alors, Rescapé est un livre qui ose du point de vue philosophique, parce que d'un côté vous parlez de Rescapé, de l'autre il y a quelqu'un qui s'appelle Yakar. Ces deux mots qui se retrouvent, qui s'entrechoquent, qui ont une portée philosophique. Ça veut dire que ça débouche quoi? Sur quoi finalement? Sur l'espoir, sur l'avenir, sur la réconciliation avec les races. Mais ça pose une problématique, car Yakar, président dans une république qui avait changé de nom, qui de Nombi est passé à Ndamli, tient sa femme Planche du haut du perron du palais présidentiel, regarda son enfant dans une voiture de ramassage scolaire où il y avait tous les enfants de toutes les races. Et là, Yakar, président, ne peut s'empêcher de brimer une larme et de dire, oublieront-ils un jour où le combat sera-t-il éternel, race contre race jusqu'à la fin de l'humanité? Ça veut dire quoi? La problématique raciale ne pourrait être réglée définitivement. Aujourd'hui, si vous passez dans cette rue, après 50 ans d'indépendance, les gens vous diront, regardez cet homme avec Toubab. Et donc ça veut dire quoi? Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. En France, c'est la même chose. Un blocage? Un blocage quelque part qu'il faut lutter. Donc ce combat, mais est-ce que ça ne sera pas éternel? Mais c'est un autre espoir, parce que autant Obama a été président de la plus puissante des nations, autant Yakar, comme Mandela, a été dans une nation où la contradiction était telle dans la négation d'une race par rapport aux autres, que vraiment c'était vraiment à la limite galtastique. Et donc voilà, cela a été rendu possible. Et donc c'est une note d'espoir. Oui, l'espoir. Yakar, c'est l'espoir. Mais est-ce pas Obama Yakar? Parce que quand on regarde bien de Nelson Mandela à Obama, on voit exactement le rescapé. Oui, parfaitement. La révolution aux États-Unis, une révolution culturelle, changement de mentalité, le triomphe du noir. Mais ce noir-là n'est pas ce noir dont chantait, ce noir qu'on se réclamait de Claude Mackay, de Zayon et tout ça. Ce noir-là est un noir émancipé. C'est un noir qui pardonne. Qui doit être un noir au-dessus de toutes les races et de tous les clivages raciaux. C'est un noir d'unité. C'est en cela qu'il peut être président, parce qu'il est président de tous les Ndamliens. Alors, Rescapé a vécu, Yakar est là, on va vers un autre livre. La longue nuit. Ma nuit à moi, 25 ans de nuit. Le jour précède la nuit n'est qu'une conséquence du jour. La nuit est merveilleuse. Cette nuit que je travaille depuis 25 ans. Et pourtant, la perte de vie n'est pas une tare rédhibitoire. C'est un challenge. Montrer que les fabricants de lumière ne peuvent baigner dans le noir. Vous brillez dans le noir. Le noir est merveilleux. Il a fait noir dans la vente d'une maman. Il fera noir dans le sommeil d'un homme ou d'une femme. Il fera noir dans la tombe. Il fera noir dans la pensée. C'est dans le noir que tout se construit. Le noir précède le blond. C'est dans le noir qu'on fait l'amour, c'est ce que vous dites dans le livre. Parfaitement. Justement, nous étions avec Sidi Bouya-Mbaye, qui nous a accordé ce moment très intéressant, avec son livre Rescapé qui est paru il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois de mai ou d'avril. 23 mai qui est paru, que je vous invite à lire. C'est un livre qui vaut le détour. Et bien entendu, nous reviendrons voir Sidi Bouya-Mbaye pour le prochain livre, que ce sera peut-être pour 2015. Merci, chers internautes. Merci de moi. Merci.